On est en train de vivre une guerre silencieuse, une guerre qui ne se livre pas avec des bombes, mais avec des chiffres. Une guerre pour notre avenir et dont la réalité la plus brutale, c'est celle de l'inégalité climatique. Pour bien comprendre, on va se pencher sur deux vies, deux personnes qui respirent le même air sur la même planète, mais qui vivent dans des mondes radicalement différents. D'un côté, il y a Amina. Pour elle, chaque jour est une négociation avec la nature pour survivre. Son empreinte carbone est quasi nulle. De l'autre, Monsieur Delacroix. En une seule journée, ses décisions, ses investissements émettent plus de 800 kg de CO2. Ce n'est pas juste une différence, c'est un gouffre. Alors, soyons clairs, ce n'est pas l'histoire de 8 milliards de personnes qui polluent toutes un peu trop, non. C'est l'histoire d'une toute petite minorité qui a, en quelque sorte, privatisé le ciel. Regardez ce graphique. La moitié la plus pauvre de l'humanité est à peine visible. Les plus riches, eux, écrasent tout. Et pour saisir l'urgence de la situation, il faut parler du budget carbone. C'est simple, imaginez que l'humanité a un compte en banque commun pour sa survie. Un capital à ne pas dépenser trop vite. Eh bien, ce compte est presque à sec. Cette fameuse limite de 1,5 degré, ce n'est pas un objectif politique, c'est une limite physique, un point de non-retour. Une fois qu'on l'a franchi, certaines conséquences deviennent tout simplement irréversibles. Au rythme où vont les choses, il nous reste moins de 3 ans. 3 ans avant d'avoir épuisé tout notre budget. Le compte à rebours est lancé et il va très, très vite. Bon, maintenant, accrochez-vous. Faisons une petite expérience de pensée, juste pour visualiser l'échelle du problème. Ça donne un peu le vertige. Le résultat, notre budget de 3 ans serait pulvérisé, en moins de 20 jours. Voilà ce qu'est le pillage climatique. Ce n'est pas juste prendre une plus grosse part du gâteau, c'est mettre le feu à la cuisine et brûler la recette pour tout le monde. Alors, pour que les plus riches respectent les objectifs climatiques, ça veut dire quoi? Pas juste prendre un vol en moins, non. Ça veut dire une réduction de 99% de leurs émissions. En gros, l'extinction quasi totale de leur mode de vie actuel. Mais attention, on se trompe de cible si on se concentre uniquement sur les jets privés et les yachts. Le vrai moteur de ce chaos est bien plus discret et bien plus puissant. Ces symboles de richesse extrême, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, la vitrine si vous voulez. Le vrai cœur du réacteur, il est là, caché mais en pleine lumière au centre des marchés financiers. C'est là que le sort de la planète se joue vraiment. Pensez-y une seconde. Un simple coup de fil passé par un gestionnaire de fortune peut déclencher plus d'émissions que le village entier d'Amina n'en produira en un siècle. Ce chiffre, il est cataclysmique. En fait, si ces 308 personnes formaient un pays, ce milliardaire Stan serait la 15e nation la plus polluante au monde, plus que la France, l'Espagne et la Belgique réunies. Une nation fantôme qui exporte le chaos climatique. Alors la question est simple. Pourquoi ne change-t-il pas ? Pourquoi ne pas juste désinvestir de ce qui détruit la planète ? Eh bien, parce que leur richesse n'achète pas que des voitures de luxe, elle achète le pouvoir. Imaginez la scène. Le monde entier se réunit pour essayer de trouver une solution à la crise climatique. Et dans les couloirs, qui trouve-t-on ? Plus de lobbyistes des énergies fossiles que de délégués des pays les plus menacés par la montée des eaux. Leur but n'est pas de participer à la solution, c'est de s'assurer qu'aucune solution efficace ne voit le jour. C'est une stratégie de sabotage, active et parfaitement organisée. Et tout ce sabotage, tout ce retard accumulé, ça a un prix qui se paie en vie humaine. L'heure du verdict a sonné. Je n'ai pas une statistique abstraite, c'est une sentence de mort. Les émissions d'une seule année, des 1% les plus riches, sont directement responsables de la mort prématurée de plus d'1 million de personnes. Ça nous amène à une conclusion terrible. Leur richesse n'est plus juste un problème moral, c'est devenu une arme. Une arme qui tire sur les plus vulnérables, ceux qui n'ont rien fait pour provoquer cette crise. Mais alors, on fait quoi ? On baisse les bras ? Non, l'histoire n'est pas terminée. Des solutions existent et elles s'attaquent à la racine du mal, cette concentration extrême de richesse qui permet d'acheter le pouvoir politique et de paralyser toute action. Il faut changer complètement notre façon de voir le problème. On a passé assez de temps à demander poliment. Cette époque est révolue. Désormais, il faut se concentrer sur une seule chose, désarmer la source de l'incendie. C'est la seule chose logique à faire quand la maison brûle. Ce qui nous laisse avec cette dernière question. Une question urgente qui pèse sur notre futur à tous. La maison est en feu. Et la vraie question, c'est de savoir si on va reprendre ces allumettes à temps.